des moments de notre vie, chacun, et on a gardé un souvenir ému. Et Jean Fesnel est décédé cette année, en début d'année. Alors on va vous parler un petit peu des façons dont on l'a connu tous les deux, et ce qu'on en a retenu et ce qu'on en a appris au niveau de ses techniques de travail. Vous allez voir, il était un artisan passionné, et puis au niveau de l'homme qui avait aussi un grand intérêt pour le velay, pour la Haute-Loire, et en particulier pour sa langue. On en reparlera avec Roger en deuxième partie. Voilà, donc c'est un double hommage qu'on voudrait rendre à Jean Fesnel. Vous l'avez certainement peut-être croisé dans des marchés, dans des foires, dans des expositions en Haute-Loire depuis 20-30 ans. Il venait faire de la vannerie, proposer ses produits de vannier. Et il était né en 1937, il est décédé donc au début de cette année, en mars 2022. Il habitait Orsenac, à côté de Saint-Paulien, le petit village d'Orsenac, mais il était originaire par sa mère de Cessac, les vignoux de Cessac, à côté du golfe sa ferme était à côté du golfe de Cessac, au-dessus du confluent du ruisseau de Cessac avec la Borne. Il avait été formé à la vannerie par un ancien d'Orsenac, le père Vincent. On en reparlera ultérieurement. Jean Fesnel était ami avec Roger Morin depuis très longtemps, puisqu'ils se connaissaient depuis l'école publique des années 45-46. Là, vous aurez reconnu l'homme qui est devant vous, Roger, et ici notre ami Jean Fesnel. Vous le voyez ici et là. Et puis ici, vous avez, c'est accessoire, mais c'est Roger qui me l'a signalé, vous avez le père du futur ministre Robert Pandreau, le ministre de Pasqua, que certains d'entre vous ont croisé dans les rues du Puy. Sa maman habitait à Rocharno, rue de Rocharno, à côté de la voie ferrée. Oui, c'est des rencontres improbables. Hein, 50 ans, 60 ans, 70 ans après, on se rend compte de tout ça. Voilà. De mon côté, moi, j'ai croisé Jean Fesnel quand je travaillais sur la vannerie apicole dans les années 90-2000. Là, on me voit devant un rucher espagnol avec ce qu'on appelle un arnal, A-R-N-A-L, avec des ruches horizontales qui sont en paille tressée. Aussi, c'est un autre type de ruche que celle que fabriquait Jean Fesnel. Donc j'avais publié tout ça dans le cahier d'Apistoria à l'époque, et puis j'en avais repris aussi une partie différente avec un Auvergnat qui était passé en Belgique, encore un Belge, néo-belge, qui était, j'avais écrit avec lui, Ruche et Abeille, un ouvrage sur les ruches de Haute-Loire, mais pas seulement, je parlais un petit peu de toutes les ruches du bassin méditerranéen. Et Gaby Roussel, donc Auvergnat et belge, était ingénieur des arts et métiers, était président de l'association Apistoria, qui s'occupe d'apiculture ancienne, qui s'occupe toujours, d'ailleurs cette association existe toujours, et on avait publié ça en 2005 aux éditions Créé. Alors revenons à Jean Fesnel. Donc nous voulons cet après-midi faire un double hommage, comme je vous le disais, à l'habile artisan vannier qu'il était, et puis au vélave fier de sa langue. Concernant la vannerie, apicole, si vous voulez, elle est de tout temps, elle a existé en Haute-Loire. Là, vous avez une ancienne illustration de la Trinité, à côté de Montclar. Il y avait un pèlerinage annuel très important, hein, vous savez, vers Poulaguet. Et on voit ici, on a amené tous les troupeaux pour la bénédiction annuelle. Et on voit ici une ruche qui représentait une ruche qui était en tressé aussi, avec un type de vannerie à montant vertigo, on en reparlera rapidement tout à l'heure. Voilà, on appelle ça les ruches en paille ou ruches paillas, ou tout simplement tout ce qui est en paille, on l'appelle les paillas, hein, de façon plus générale. Alors paillas, des fois vous le trouverez écrit avec un H, avec deux L, avec un T à la fin, ça dépend. J'ai pris l'orthographe que Roger Morin utilise, hein, c'est un instituteur qui dirige l'orthographe, donc j'ai pris la sienne. Voilà l'exemple de ruche que l'on pouvait trouver dans la Haute-Loire, dans les jardins des fermes de toute la Haute-Loire. C'est quelque chose qui a bien sûr quasiment disparu. Jean Fesnel était un des derniers à pratiquer cet art de la vannerie.
On appelle ces gens qui fabriquent des ruches, des huchiers. Alors pas tellement en Haute-Loire, vous ne trouverez pas beaucoup ce nom en Haute-Loire, mais dans le reste de la France, dans le Nord, huchier, c'est le vannier spécialisé dans la fabrication des ruches. Alors c'est un travail qui est assez pénible, on va voir, et qui est tellement pénible que, comme je vous le disais, plus personne le pratique, et en Haute-Loire, je ne sais pas qui va pouvoir succéder à Jean Fanel. Alors Jean Fanel était un huchier particulier puisqu'il utilisait les matériaux à lui, hein, c'est ce qui caractérise tous les vanniers. Tous les vanniers ont leurs habitudes, ont leurs méthodes, ont leur façon de travailler, façon de préparer leur seigle, leur osier, les ronces, enfin toutes les plantes qu'il utilisait. Et Jean Fanel utilisait pour les rues de Champagne ce qu'il appelait la tramise, enfin ce qui s'appelle la tramise, qui est une variété de seigle de printemps qu'il cultivait spécialement pour fabriquer ses paillards. Alors voici à quoi ça se ressemble. C'est une variété de seigle de Mars qui fournit une paille et un épi très long, puisque ça dépasse les 1,20 m. Et Jean Fanel en faisait remonter l'origine aux Gaulois. Pourquoi pas, hein, c'est toujours, souvent il parlait des Gaulois. Alors il a trouvé cette tramise quand il s'est mis sur les conseils du père Vincent, comme je vous disais d'Orsenac, il s'est mis à la rechercher et il l'a trouvée à Saint-Just-à-Chapteuil. C'est là qu'il a réussi à trouver son 2 kilos de graines de cette ancienne céréale à Saint-Just-à-Chapteuil. Et il a été un des derniers à avoir cette semence et à la cultiver sur 250 mètres carrés. Il en faisait chaque année et ça se conserve plusieurs années, donc il pouvait, vous voyez la tramise, il pouvait le travailler pendant 2-3 ans. Il y avait toujours 2-3 ans d'avance, puisqu'on ne savait pas aussi non plus quel allait être le rendement. Il se met en mars, il récoltait après le 14 juillet à la faucille. Il faisait son petit pignon, son plan de zou, et pour faire sécher. Il préférait bien sûr la paille plutôt sèche. Alors vous le voyez à l'œuvre, on en parlera un petit peu en détail tout à l'heure, puis on va vous montrer des choses un petit peu plus génératrices d'émotion, on va dire, puisque ce petit début de pignon, on va vous le montrer, vous allez pouvoir le regarder. Donc l'âge de la paille n'était pas un problème, il disait, puisque effectivement un paillat c'est fait pour durer. Alors, on en a apporté quelques-uns, Roger est allé en prendre chez Madame Fanel, donc chez la qui nous a donné 2-3 exemplaires. Et puis pour le travailler, il mouillait la paille pour pouvoir l'assouplir un petit peu, pour en faire un petit début de spirale, un arrondi, et puis monter petit à petit son panier, sa ruche. Travail fastidieux, travail de Gaulois, c'était son mot. L'avantage de ces paniers en paille, de seigle, c'était qu'il conservait toujours la même température. Il aimait à le dire et il le disait pour les vendre aussi, c'est son argument de vente auprès des touristes. Pour les fruits, il valait mieux les conserver dans des paillas en paille de seigle. C'était très intéressant pour la température et il ajoutait, comme pour les bébés, c'est pareil, il fabriquait des berceaux et il disait, ils y sont à la bonne température. Alors il fabriquait des vrais berceaux, mais je n'ai pas trouvé malheureusement de photographies des vrais berceaux, mais je suis tombé sur ces porte-enfants qui n'ont rien à voir avec les berceaux, mais qui m'ont beaucoup plu, parce que je ne savais pas que ça existait. Et c'est toujours en paille, alors je ne sais pas s'il en a fabriqué, je ne pense pas. Mais vous voyez les jolis porte-enfants pour la nourrice qui peut aligner les bébés les côte à côte et qui est tranquille, elle peut aller, je dirais pas fumer un joint, mais elle peut aller se promener pendant 5 minutes. Et elle a ses bébés qui ne vont pas bouger de place. Revenons à Jean Fanel. Donc l'osier, il utilisait en dehors de la tramise, donc pour assembler ses fuseaux de tramise, il utilisait de l'osier vert et de l'osier jaune. L'osier, il le récoltait auprès de chez lui pour le vert, et le jaune, il allait le récupérer vers le plan d'eau de Saint-Paulien. Alors, ce qui est intéressant pour l'osier, c'est qu'il fallait le fendre. Et pour le fendre, il avait ce qu'il appelait son chien. Son chien, c'est quelque chose que vous trouvez quelquefois dans les brocantes. Hein, c'est un peu comme les pertuis tout à l'heure, c'est le hasard. Vous trouvez un petit objet en bois de 10-15 cm, c'est du buis, 10-15 cm de longueur, avec
Ici, vous voyez les fendoirs, donc quatre fentes, enfin quatre lames, on va dire. De l'autre côté, trois, hein, trois d'un côté, quatre de l'autre. Ça lui permettait de fendre l'osier pour obtenir des fils lanières, des brins qui s'appelaient les tannes. L'extérieur de l'osier était raclé avant avec son couteau, il faisait ça sur son tablier en cuir, comme on l'a vu sur les photos, et il faisait ça avec une rapidité, une dextérité fantastique. Je regrette de ne pas avoir pris un film, et personne, à ma connaissance, l'a fait. C'est vraiment l'art de l'artisan, hein, c'est celui qui possède le geste, et c'est quelque chose qu'à notre époque, voilà, on ne sait pas si on arrivera à le refaire un jour. Donc il faisait sa vannerie en tassant extrêmement fort sa tramise, en la liant, et il se servait d'un poinçon pour percer les boudins de tramise et rentrer ces tannes d'osier, les liens, donc le poinçon est ici. Dans le montage du paillat, ensuite, vous voyez, il démarrait de façon spiralée, et c'est ce qu'on appelle, dans le classement des différents types de techniques de vannerie, c'est ce qu'on appelle la vannerie à montant spiralé, qui permet d'obtenir ce type de ruche ici, de type d'objet en boudin spiralé. D'une façon générale, pour votre information, il existe deux grandes autres techniques dans la vannerie. La vannerie en arceau, comme ces paniers ou cette ruche, c'est une ruche ça, et la vannerie à montant parallèle. Vous voyez ici les montants parallèles sur ce vent ou sur ce panier. Bon, ça c'est un petit détail technique. Donc il montait son boudin de paille progressivement, en l'agrandissant, en l'entourant, en serrant et en incluant les bouts d'osier de façon répétitive, tous les 1 cm, 1 cm et demi, continuellement tout le long. Il utilisait donc son poinçon, il le faisait comme on passe le fil et l'aiguille, toujours avec la bassine d'eau à côté pour éviter que l'osier ne sèche, hein, il le trempait régulièrement, de façon à avoir un matériel bien souple. Vous voyez d'ailleurs une partie de la production derrière, sur cette image. Voilà en gros plan le poinçon et le tore de départ, les spirales qui s'engrainent. Alors je crois qu'on a il est où dans le sac. En dessous. Ah, ouais, j'ai mis des. On va vous faire passer si vous voulez pour que vous regardiez, c'est émouvant. J'ai mis les épingles pour pas que ça parte dans tous les sens. C'est de sa main et c'est un souvenir. C'est son dernier ouvrage. Le dernier ouvrage, vous voyez, tout à fait exactement comme celui que vous voyez sur la photographie, avec les points de tramise. On a encore les épis qui sont conservés, ils ne sont pas encore partis. Voilà. Alors en général, de façon générale, sur les ruches paillat, elles étaient en Haute-Loire, elles étaient en paille de sablier et cousu avec l'osier. Quelquefois, la couture était faite avec des ronces, de la ronce, qui pouvait être aussi coupée en brun, en lanière, ou de la viorne sauvage. C'était son ami Clément. Oui, Clément allait chercher de la viande. Voilà, de Saint-Genès, du verre, il était du verre. Et il faisait des paniers avec. Et il faisait des paniers en viorne, hein, viande sauvage, la plate, ou en noisetier, ça pourrait être encore en noisetier. Donc on voit ici quelques photos de lui à ses mains au travail. De façon générale aussi sur les vanneries apicoles, après une fois qu'on avait réalisé ces ruches en paille, elles étaient couvertes, ça ne concernait pas Jean Fénel, c'est proprement à ce que vous pouvez trouver par exemple sur les musées de la tradition populaire. Là vous voyez d'ailleurs c'était une ruche qui venait du musée des ATP de Saint-Didier-en-Velay quand il existait encore. Vous avez la bouse de vache mélangée à de la terre, une sorte de plongée, on appelle ça, qui venait boucher, là il y a des parties qui sont tombées, hein, il faut l'imaginer complètement recouverte de cette bouse de vache séchée mélangée à de la terre, de façon à isoler et à boucher les petits trous qui auraient pu apparaître. Maintenant, quand on trouve en France des endroits où sont utilisés encore des ruches en paille, des paillas comme ça, ils mettent carrément des gros tuyaux en tôle par-dessus, c'est beaucoup moins esthétique et ça rouille, enfin bon, c'est plus la même ambiance. Hein. Là, vous avez des photos toujours du fond d'Othon, hein, j'ai pris des photos anciennes du fond d'Othon qui est conservé au musée Crozatier. Vous avez des sortes de capuches qui viennent protéger la ruche en paille. Il faut imaginer que la ruche en paille pressée est dessous et que ça vient recouvrir l'ensemble.
de façon à les protéger de la pluie, du vent, de la neige. Et on trouvait énormément de ces types de ruches dans le Brivadois, où elles étaient appelées zarbouches, et quelquefois bennes, chastres, etc. Chastre, c'était parce qu'on coupait la cire, on châtrait la cire, on coupait la cire quand on faisait la récolte. Il n'y avait pas les cadres de l'apiculteur d'aujourd'hui qui n'a été inventé qu'au 19e siècle. La période de transition, je dirais même d'ailleurs, entre l'apiculture à base de ruches en paille et l'apiculture mobiliste, c'est-à-dire avec les cadres tels qu'on a aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle les croisillons, les ruches en planches, clouées 4 planches avec une croix ici qui traversait et solidarisait les 4 planches. Les abeilles construisaient leur cire autour de cette croix et l'apiculteur récoltait la moitié supérieure en général, les abeilles élevant le couvain dans la partie inférieure. Et puis on pouvait, l'avantage de cette ruche, c'est qu'on pouvait la retourner. Quelquefois, on la retournait quand on voulait stimuler les abeilles, ça la faisait construire dans un sens ou dans l'autre. Voilà, les ruches traditionnelles aussi qui existent, ce sont celles en tronc d'arbre, qui sont moyennement courantes en Haute-Loire, mais plus courantes dans Lozère, Aveyron, Ardèche, etc. Toujours des photos du fond Noton, qui vient du musée Prodatier. Juste pour les amateurs, vous trouverez des détails et d'autres photos dans le bouquin que j'avais publié en 2005 ou dans celui que j'avais publié avant aux éditions de Berthollet, Christian Berthollet, Père Louchamy, dans les années 80-90 sur l'apiculture dans la région de Brioude en 1872. Et là, vous avez un exemplaire, une photo d'un exemplaire un peu particulier, les ruches en pierre qui sont faites dans un calcaire de la région de Lunel. C'est juste parce que j'en ai trouvé en Haute-Loire par hasard, qui avait été amené par des personnes que certains d'entre vous ont dû connaître, Roger Chaduc, qui était à Alec, et qui avait ramené ces ruches en pierre de Lunel. Voilà. Candidat régulier. Oui. Voilà, revenons à notre ami Jean Fénel. Donc voici au travail. Voici ses réalisations en paille de seigle. Donc vous avez la ruche avec son corps de ruche et tout ce qu'on appelle la hausse qui venait se fixer dessus. Théoriquement, l'apiculteur récoltait le miel amassé ici pendant la saison de production. Et hors saison de production, les abeilles vivaient dans la partie inférieure. Il était pratiqué des petits espacements entre les liens de tramise ou un léger trou qui était pratiqué à la base pour permettre le passage des abeilles. Là, on le voit ici donc avec Clément Morin du Vert, dont on parlait tout à l'heure, qui travaillait la Bjorn. Donc là, c'est Jean Fénel avec ses productions. Bon, qu'est-ce qu'il faisait en dehors de ces ruches? Il faisait des paniers, il rempaillait des chaises, il faisait des bonbonnes, il faisait des nids à pigeons. Son catalogue, oui, on voit le trou d'envol qui a été pratiqué là, dans les deux ruches. Son catalogue était assez fourni. Et ces ruches en paille étaient réputées, non pas seulement en Haute-Loire, où malheureusement elles étaient peut-être un peu méconnues, mais vous aviez des apiculteurs traditionnels qui fonctionnaient à la méthode ancienne, c'est-à-dire qui essayaient d'avoir des ruches assez petites pour pouvoir avoir une production d'abeilles assez importante, ce qui leur permettait éventuellement de faire des nombres d'essaims importants pour pouvoir les revendre. Qui venaient chercher des ruches en paille chez lui, régulièrement. Alors vous voyez les détails de cette ruche, avec la hausse, le pourtour qui associait la hausse et le bas, le croisillon, comme dans les ruches en bois dont je vous ai parlé, qui permettait d'accrocher la cire et permettre à l'essaim de se développer autour de la croix. Voilà la ruche entière reconstituée à gauche. Donc il fabriquait, on dirait un chapeau mexicain, mais c'était plutôt une corbeille particulière, des paniers, etc. Vous le voyez dans ces... Voilà, vous le voyez avec ces paniers en train d'expliquer l'osier qui trempe, en train d'expliquer son tablier en cuir, en train d'expliquer tout ce qu'il fait. Petite parenthèse sur ce qui existe au musée Crozatier comme vannerie, rien à voir avec Jean Fénel, là, il n'existe que ça. C'est malheureux, on n'a pas conservé grand-chose. C'est ça, et c'est, vous voyez, le catalogue qui doit être de la main de Roger Gounod. Oui. Vous avez les petits paniers qui sont décrits avec les numéros d'inventaire. Donc, vous voyez, c'est 13 de sol. Donc, vous
osier, etc., ornements, etc. Il décline l'origine et ça vient de fabrication locale ou Brive-Charensac. Corbeil, Séville, Boulanger, etc. Enfin, voilà. Donc au musée de Ratier, je ne sais pas si c'est présenté actuellement, je ne crois pas. Il n'y a que ça dans les réserves. Alors tout ça, pour tout ça, Jean Fenel, gros ici encore à côté de Clément, était payé relativement peu, puisqu'il comptait à peu près 40 heures de travail, sans compter la culture de la matière première, on va dire. 40 heures de travail pour tout faire, en partant de zéro. Hein, et il ne vendait sa ruche achevée que 100 euros, ce qui faisait 2,50 € de l'heure, et qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Hein. Donc, je terminerai ma partie en rendant hommage au Gaulois qui était Jean Fenel, en vous disant que c'était pour moi un des derniers paniers traditionnels à l'ancienne de la région, et que c'était surtout la fin d'un état d'esprit qui connaissait la valeur du travail manuel et qui trouvait son épanouissement personnel. Voilà, c'était quelqu'un d'éminemment sympathique, vous voyez, toujours avec le sourire. Et je vais passer la main à Roger, qui va vous parler, lui, de ses relations, je dirais plus, concernant plutôt l'occitan, l'occitan vélable, le patois, et la petite action qu'il est en train de mener avec les archives départementales. Roger, je te laisse la parole. Si tu veux, tu peux te mettre là, fais attention au fil. Il y a le micro, Roger, si tu veux. Oui, mais ça devrait aller. J'ai encore un peu de voix. J'en occupe. Bon alors, si vous voulez, quand je suis devenu président de l'Office de tourisme, il y a presque 30 ans, j'étais un peu à la recherche d'animation, que faire, que proposer. J'allais acheter des lapins chez Jeannot Feinel, que je connaissais depuis très longtemps, depuis l'enfance en fait, et j'ai vu qu'il faisait quelques paillas. Un jour, j'ai fait une petite animation de vieux métiers sur la place des Sabots à Saint-Paulien. J'ai fait venir quelques vieux métiers, je ne me souviens pas vraiment de tout, je me souviens d'un piqueur de faux, par exemple, et Jeannot Feinel, qui est venu avec quelques paillas, qu'il a présenté, et qu'il a présenté avec sa verve habituelle, et ça a été tout de suite le succès. Donc ensuite, je l'ai fait intervenir le plus souvent possible, et puis ça s'est su, et peu à peu, beaucoup de gens ont fait appel à lui. On a aussi intégré dans une animation qu'on a baptisé Sacavouz. À l'origine, c'est quelqu'un de la Chambre d'agriculture avec qui je travaillais, qui est décédé, c'est François Ranchou. On avait mis en place une animation pour présenter des vieux, pas seulement des vieux métiers, mais des artisans, des agriculteurs qui ouvraient leurs portes et qui accueillaient les touristes. On avait baptisé ça Sacavouz, c'est-à-dire entrée. Et c'est mon épouse qui a dessiné cette petite porte-là, entrouverte, parce que c'est pas vraiment Sacavouz, comme disaient les gens. Je me souviens quand j'entrais chez les gens, ils disaient Atsabad Vosaka, finissez d'entrer. Et on a mis cette petite porte en relief, et puis peu à peu, ça a pris du succès. On y a mis des boulangers, des paysans qui faisaient des démonstrations de traite à la main, etc. Et on a édité chaque année, pendant plusieurs années, le petit fascicule Sacavouz. À côté de ça, on a organisé des apéritifs-concerts dans les communes des Portes d'Auvergne. Et lors de ces apéritifs-concerts, on faisait appel à de la musique traditionnelle, à des bénévoles qui jouaient l'accordéon ou du biniou. Et chaque fois, bien sûr, je faisais venir Jeannot Feinel, qui commençait à se développer, pas mal de paillas, qui les vendait sur les lieux et qui racontait des blagues. En patois. Alors, comme les touristes ne comprenaient pas forcément ce qu'il racontait, moi je traduisais un peu en français. Je ne parle pas bien le patois, mais je comprends assez bien, même si parfois il y a des mots qui m'échappent.
Alors, il intervenait chaque mardi aussi au camping de la Roche-Lambert, et puis avec sa cavouse, toutes les semaines, il accueillait les gens chez lui. Il avait même essayé d'enseigner son savoir-faire à quelques stagiaires, mais c'était trop dur, et il a dû y renoncer. Enfin, pas lui, mais les stagiaires. Bon, alors après, il a été très, très sollicité. Hein. Son épouse, d'ailleurs, n'est pas toujours très content. En fait, Jean Fainel, il s'appelle Jean Fainel, mais à Orsenac, il a été recueilli. Pas recueilli, il a été placé par ses parents, qui étaient une nombreuse famille de des fermiers. Il y avait pas mal de main-d'œuvre. Et il a été placé, c'est son oncle, il s'appelait Maisonnet, à Orsenac, des années Alfred Maisonnet, je m'en souviens bien, il était né en 1904. Je suppose que sa tante, je n'ai pas vérifié, mais je pense que sa tante était une Fainel. Et il m'avait raconté un mauvais souvenir quand même, parce que toute son enfance, vous avez vu les photos avec le père Tendreau, toute son enfance, il l'a passé à Orsenac. Puis un beau jour, le père a eu besoin de main-d'œuvre, parce qu'il manquait des fils qui n'étaient plus là, et il l'a fait revenir à Soleillac. C'est une grande ferme qui appartient à Chabon-Soleillac, il l'a fait revenir à Soleillac. Alors je ne me souviens plus exactement si c'est avant l'armée ou après. J'ai plus le souvenir. En tout cas, heureusement, il a pu retourner chez Maisonnet et il a été hérité du domaine et de la ferme de son oncle. Voilà, alors, je crois que tu peux... Oui, on va déposer donc les enregistrements, la note, j'ai fait une note d'accompagnement que je ferai passer à Bernard. On va essayer de déposer les enregistrements. Les enregistrements ne sont pas très nombreux. Il y a des blagues. Celle du ravitaillement me plaît beaucoup, par exemple. Et puis il y a un enregistrement aussi que j'ai fait à l'Office de tourisme en 1996, parce que je voulais sauvegarder ce patois occitan qui se perd, qui est en train de disparaître. Ce patois occitan vélave. Et j'ai fait un enregistrement à l'Office de tourisme et j'avais fait appel à un collègue pour l'interviewer en patois, parce que moi je ne pouvais pas trop lui poser des questions. Et cet enregistrement dure une vingtaine de minutes. C'est sur son enfance et l'agriculture, enfin des choses comme ça. Et donc il y a déjà aux archives départementales un document sur la vie de Jean Fainel, mais qui est en français, et un enregistrement. Et donc, avec le geste de Roger Morin, les archives départementales, et par l'intermédiaire de notre président, vont pouvoir accueillir le fonds de Roger Morin sur cet occitan de Cessac, de la région de Cessac, Cessac-Saint-Paulien. Et j'espère qu'on pourra faire mieux bientôt et avoir encore plus d'enregistrements de cet occitan, parce que si on ne le fait pas, nous, aujourd'hui, la prochaine génération n'aura plus de traces. Jean-Louis ne contrariera pas. Au Boucher, c'est le même problème. Il va falloir faire quelque chose. Il n'y aura plus du tout de locuteurs natifs. Voilà. Ouais. Alors, il y a quelques enregistrements qui sont par-ci, par-là. Ceux de Roger Morin sont importants. Si vous en connaissez, il serait bon de le dire à notre président pour qu'il puisse commencer de préparer ce transfert d'informations pour les générations futures. Je sais que Bernard est d'accord et que là-dessus, Jean-Louis a déjà commencé. C'est une partie de notre patrimoine qui s'en va discrètement, sur la pointe des pieds, et qui s'en va. Je voudrais rajouter, Roger dit qu'il n'y a pas grand-chose comme enregistrement, c'est pas tout à fait vrai. Il y a 8 fichiers de 10-15 minutes. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'enregistrements aussi longs, à part ceux qui ont été faits autour de la musique traditionnelle, qui, pour ceux-là, sont un peu plus longs. Alors, on a en principe la voix de Jean Fainel qui... Ça va qu'il était